Je m'appelle Lisa Bennett, j'ai 34 ans et ma vie s'est effondrée au moment où ma start-up technologique à Austin, au Texas, a fait faillite. Tout s'est envolé en un clin d'œil, avec un seul email dévastateur. Des années de travail acharné, de concerts à enjeux élevés et de rêves ambitieux ont disparu du jour au lendemain, me laissant noyer sous des dettes croissantes. Dans un moment de pur désespoir, j'ai décidé de faire un test risqué. J'ai appelé ma famille en faisant semblant d'être en ruine, en implorant de l'aide juste pour survivre et découvrir qui s'en souciait vraiment. Mon cœur battait vite lorsque j'ai appelé mon père pour la première fois. Il raccrocha au milieu d'une phrase, absorbé par sa nouvelle vie. La voix glaciale de ma mère m'a qualifié d'échec, refusant même un centime. Mais ma sœur, une mère célibataire qui avait du mal à élever seule son fils, n'a pas hésité. Il a mis le garçon dans la vieille voiture et a parcouru plus de 300 kilomètres avec les 600 derniers reais dont il disposait pour m'aider. Ses réactions très différentes, le silence cruel de mon père, les paroles venimeuses de ma mère, le sacrifice inconditionnel de ma sœur ont allumé un feu en moi. C'est alors que j'ai découvert un secret choquant, un héritage qui mettrait à l'épreuve les loyautés, révélerait l'avidité de certains et déclencherait un voyage de transformation, de rupture et de reconstruction de ses cendres. Avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça? Avez-vous déjà été abandonné par votre famille au moment le plus difficile ou avez-vous trouvé un véritable soutien lorsque vous en aviez le plus besoin? Partagez votre histoire dans les commentaires. Je les lis chacun d'eux, et qui sait, peut-être que le mien ne sera pas le coup de pouce dont vous avez besoin pour vous remettre sur pied. Avant l'effondrement de l'entreprise, Austin était le centre de mon univers. À 34 ans, j'ai fondé LearnEasy, une application créée pour aider les enfants ayant des difficultés d'apprentissage à maîtriser les mathématiques. C'était une passion née des années auparavant, inspirée par ma sœur, une enseignante qui voyait chaque élève comme une énigme à déchiffrer. Nous avons réussi à lever 5 millions d'investissements et mes journées étaient remplies de rencontres avec des investisseurs, de nuits blanches à peaufiner les codes et de rêves de changer de vie. Mon loft moderne à East Austin, avec ses briques apparentes et son ambiance de café cool, était le symbole de mon arrivée. 2 ans plus tôt, il avait laissé derrière lui un mariage en ruine. Pas d'enfant, pas de regrets. Le divorce m'a laissé exposé, mais LearnEasy est devenu mon objectif, mon identité. Chaque once d'énergie a été consacrée à construire quelque chose de significatif, même si cela impliquait de m'éloigner de ma famille. Mon père nous a abandonnés quand j'avais 8 ans, après un divorce mouvementé qui a déchiré notre monde en deux. Il a déménagé à Phoenix pour une nouvelle vie, laissant ma sœur et moi faire face aux conséquences. Ma mère s'est remariée à Miami avec un ancien vendeur de voitures à la retraite, un homme obsédé par les apparences. Il vivait de cocktails et d'ostentation, toujours à la limite de l'excès. Ma sœur, 4 ans plus jeune, était différente. À Tulsa, une mère célibataire a élevé son fils de 5 ans avec un salaire d'enseignant, arrivant à peine à joindre les 2 bouts dans un petit appartement. Son mari est décédé dans un accident de voiture 3 ans plus tôt et elle n'a jamais demandé d'aide, même si je savais qu'elle en avait besoin. Elle était mon refuge, la même qui me tenait la main lors des disputes de mon enfance, me murmurant que tout irait bien pendant que les cris de nos parents secouaient la maison. J'ai toujours été la sœur ambitieuse, celle qui partait à l'université et ne regardait jamais en arrière. La scène des startups d'Austin m'a englouti, des hackathons, des rencontres d'entrepreneurs, une course sans fin. LearnEasy n'était pas seulement une application, c'était ma façon de redonner, de prouver que je pouvais créer quelque chose qui ferait la différence. Mon meilleur ami, Steven, conseiller financier, est à mes côtés depuis le début. Il a analysé des feuilles de calcul, amélioré mes présentations et obtenu notre premier investisseur majeur. Mais il m'a prévenu très tôt, Lisa, ne parie pas tout sur une seule carte. Les startups échouent. J'ai ri sur le moment, enivré par le goût du succès. Nous avions clôturé un 2e cycle d'investissement et TechCrunch nous a qualifiés de révolutionnaires. Je me sentais intouchable. Aujourd'hui, avec le recul, je vois les fissures. J'appelais ma sœur environ une fois par mois, nos conversations brèves mais affectueuses alors qu'elle me parlait de la dernière passion de son fils pour les dinosaures. J'ai envoyé un message rapide à ma mère, mais ses réponses étaient tranchantes, me comparant toujours aux enfants de ses amis,
ceux qui avaient une vraie carrière. Mon père était une ombre, une carte d'anniversaire toutes les quelques années, signée du nom de sa nouvelle épouse. Steven était le seul que je voyais souvent, nous buvions des bières à Zilker Brewing pour parler travail. Mais même lui pouvait voir que je m'épuisais, donnant mon âme à l'ornisie tandis que ma famille devenait floue au fond de mon esprit. Parfois, ces souvenirs d'enfance me hantaient. Je suis restée éveillée en me souvenant de la nuit où je me suis cachée sous le lit, à l'âge de 9 ans, serrant la main de ma sœur alors que mon père sortait en trombe, cette fois pour de bon. Elle a promis que nous n'avions pas besoin de lui, que nous créerions notre propre famille. Il a tenu cette promesse, même si je n'ai pas tenu la mienne. Votre fils, mon neveu, était un rayon de lumière. Son rire sur FaceTime, me demandant de lire des histoires sur les robots. Elle disait toujours qu'elle était occupée, promettant qu'elle le serait la prochaine fois. Maintenant, sur le point de tout perdre, je me demandais si je ne les avais pas trop éloignés. Mon entreprise était mon monde, mais elle était sur le point de s'effondrer et je n'avais aucune idée de qui serait à mes côtés lorsque cela se produirait. Tout s'est effondré avec un seul email par un mardi matin calme. Assis au comptoir de la cuisine, le café déjà froid, je regardais l'écran de l'ordinateur portable. Le sujet, envoyé par notre principal investisseur, disait « Financement clôturé ». Mon estomac s'est retourné. Ils avaient abandonné, invoquant l'instabilité du marché, laissant l'ornisie à la dérive, endettés. L'application que j'avais créée pour aider les enfants comme ceux que ma sœur enseignait avait pris fin. Il devait 20 000 $ au fournisseur, avec presque rien sur son compte pour payer le loyer. Mon équipe, 10 développeurs qui me faisaient confiance, se retrouverait au chômage. J'ai rafraîchi ma boîte de réception en espérant que ce soit une erreur. Mais les mots étaient toujours là, froids et définitifs. 5 années de dévouement se sont transformées en cendres. Je ne pouvais pas encore appeler Steven. Il m'avait mis en garde contre les investisseurs risqués. Je n'ai pas eu le courage d'affronter ma sœur, après avoir promis que mon application ferait une différence. Et mes parents diraient probablement que je le méritais. C'est alors que la sonnette retentit. Un livreur m'a passé une épaisse enveloppe, avec l'adresse de retour d'un cabinet d'avocats de San Francisco. À l'intérieur, une lettre de la succession de ma tante Margaret. Elle était décédée le mois précédent, une figure lointaine mais aimée, la sœur de ma mère, qui m'avait toujours traitée avec affection depuis que j'étais petite, même si je n'avais jamais eu de famille ni d'enfant. Il a envoyé des cartes d'anniversaire pleines d'affection, même s'il ne nous a jamais rendu visite. Il a ensuite déménagé à San Francisco, où il a bâti une chaîne prospère d'hôtels de charme. La lettre indiquait qu'elle m'avait laissé 5 millions de dollars de son empire hôtelier. Je me figeais en relisant le numéro. 5 millions. Une note manuscrite de Margaret était jointe. Lisa, ton feu me rappelle le mien. Utilise-le à bon escient. Ma gorge se serra. La fierté, la douleur et la panique m'ont frappé en même temps. Je ne l'avais pas vue depuis si longtemps, mais elle avait vu en moi quelque chose que je ne pouvais pas voir moi-même. J'ai ouvert le cahier, les mains tremblantes, et j'ai fait des recherches sur les héritages soudains. Les résultats sont sombres, 60% des grands legs détruisent des familles. Des histoires de frères poursuivant leurs parents en justice, d'amitiés brisées pour de l'argent. Ma famille était déjà fracturée. Mon père a Phoenix, menant une vie luxueuse avec sa nouvelle épouse. Ma mère à Miami, otage de l'ego de son mari. Ma sœur à Tulsa, s'épuisant à élever seule son fils. Je m'étais détournée d'eux, absorbée par l'ornisie, mais j'avais toujours l'espoir qu'ils s'en souciaient. Cet argent pourrait tout réparer, ou détruire le peu qui restait. La prudence de Steven était compréhensible, voire prévisible. Après tout, il m'avait vu tout miser sur l'ornisie, ignorer les avertissements, couper les ponts avec les investisseurs. Son « non » n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de confiance. Je ne pouvais pas lui en vouloir. C'était moi qui avais fait de notre amitié un pari, qui avait promis des rendements stratosphériques tout en m'endettant. Son scepticisme était le miroir que je méritais. Mais Karen était différente. Alors que d'autres me considéraient comme un handicap, un fardeau ou une déception, elle me considérait comme une sœur.
Peu importe que j'ai disparu ces derniers mois, absorbé par le tourbillon de l'échec professionnel. Peu importe que ma commande ressemble à une autre erreur dans une liste interminable. Elle n'a pas demandé « Comment es-tu arrivé ici ?» ou « Pourquoi devrais-je l'aider ?» Elle a simplement dit « J'arrive », comme si ma douleur était aussi la sienne. Et Ethan, mon neveu de 5 ans, qui croyait encore aux dinosaures et aux héros, qui m'a envoyé des dessins de Tante Lisa, l'inventrice, même si j'ignorais ses appels. Karen allait le traîner pendant des heures sur une route défoncée, dans une voiture qui devrait déjà être à la casse, juste pour me remettre $600 de l'argent dont elle avait plus besoin que moi. Cela m'a brisé. Parce que, pour la première fois depuis des années, quelqu'un a choisi de me voir au-delà des chiffres, au-delà des erreurs, au-delà de la façade de « femme d'affaires à succès » pour laquelle j'avais travaillé si dur. Karen n'investissait pas dans une entreprise. J'investissais en moi-même. Et cela a fait plus mal que tous les refus réunis. Je me levai, les jambes tremblantes, et me dirigeai vers la fenêtre. Austin rayonnait dehors, indifférent à ma crise. Les voitures passaient, les gens riaient dans les bars, les vies continuaient tandis que la mienne semblait s'effondrer au ralenti. Mais au milieu de ce chaos, une vérité s'est cristallisée, l'argent de Margaret ne me ramènerait pas ce que j'avais vraiment perdu. Je n'achèterais pas les craintes serrées de Karen, ni le rire d'Ethan quand il me verrait, ni la loyauté qu'aucun contrat ne pouvait garantir. Et soudain, j'ai su ce que je devais faire. J'ai repris le téléphone, les doigts désormais stables. Je n'appellerai pas pour mendier. J'appellerai pour te dire merci. Dire à Karen qu'elle n'avait pas besoin de venir, que je trouverais un moyen, que je ne voulais pas qu'elle et Ethan affrontent cette route pour rien. Que son geste, le simple fait qu'elle l'ait offert, valait plus que n'importe quel chèque. Mais avant que je puisse composer le numéro, une notification a clignoté sur l'écran. Transfert reçu, $600. Karen Walsh à ma sœur. Toujours. L'air a quitté mes poumons. Elle l'avait déjà fait. Sans attendre de confirmation, sans me laisser la possibilité de refuser. $600, probablement la totalité de son coussin de sécurité déposé avec un message qui m'a fait m'effondrer au sol, les larmes coulant de manière incontrôlable. Parce que c'était ça, n'est-ce pas? Le test que j'avais moi-même créé ne portait pas sur qui me donnerait de l'argent. Il s'agissait de savoir qui me le donnerait lui-même. Et au final, une seule personne a réussi. J'ai regardé l'écran du téléphone portable, où les noms de mon père, de ma mère et de Steven étaient toujours marqués « Appel manqué ». 3 personnes qui me connaissaient depuis des décennies, mais ne m'avaient pas vu. Et un seul qui, malgré tout, croyait encore en moi. Margaret avait raison sur un point, les héritages révèlent le caractère. Mais pas le leur. Non. Et le rêve d'une retraite luxueuse s'est effondré comme un château de cartes. La nouvelle m'est parvenue par l'intermédiaire d'un vieil ami d'université, qui m'a involontairement révélé l'issue prévisible. Diane et Ronald déménageaient dans un petit appartement en banlieue, où le prestige de l'adresse ne payait pas les factures. Ronald, toujours opportuniste, a tenté de me contacter une nouvelle fois, cette fois sur un ton désespéré. Lisa, nous sommes du sang. Ne laisse pas ta mère dans la rue. Sang. Il ne s'en était jamais soucié quand je dormais sur le canapé du salon à 19 ans pendant qu'il faisait la fête sur des croisières payées avec de l'argent qu'ils auraient dû économiser pour mes études. Je n'ai pas répondu. Pas par cruauté, mais parce que j'ai enfin compris, certaines personnes ne voient en vous de la valeur que lorsqu'elle peut être convertie en chiffres. Et moi? J'avais passé toute ma vie à essayer de prouver que je méritais d'être aimé sans condition. Maintenant, pour la première fois, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit. Pendant qu'ils récoltaient ce qu'ils avaient planté, j'étais à Austin, assis sur le sol du salon d'Ethan, et je l'aidais à assembler un puzzle de dinosaures. Karen regardait depuis la cuisine, un café à la main, le visage moins fatigué maintenant qu'elle n'avait plus à choisir entre payer le loyer ou les cours de natation de son fils. « Tu n'es pas obligé de rester ici, tu sais, dit-elle pour la 3e fois cette semaine. Il y a tout un monde qui t'attend. » Mais j'ai souri et j'ai installé une autre pièce de T-Rex. Le monde peut attendre. Vous ne pouvez pas. Car, finalement, les héritages ne se mesurent pas en dollars.
Il se mesure aux mains qui tiendront les vôtres quand tout s'effondre, aux sourires qui ne disparaissent pas même lorsque vous faites des erreurs, aux voix qui murmurent, nous trouverons un moyen, lorsque vous le méritez le moins. Margaret m'a laissé de l'argent, mais Karen m'a donné quelque chose de beaucoup plus rare, une seconde chance d'être meilleure. Et cette fois, je n'allais pas le perdre. Cette nuit-là, pendant qu'Ethan dormait et que Karen feuilletait un catalogue immobilier de Tulsa, juste pour regarder, a-t-elle insisté, j'ai ouvert mon ordinateur portable et transféré les derniers détails au Margaret Bennett Fund. Pas par charité, pas par obligation, mais parce que, pour une fois, j'avais autre chose à offrir que des excuses. Un héritage qui ne se limitait pas au contrôle, mais au choix. À des choix qui, finalement, étaient les miens. Et quand le soleil s'est levé sur Austin, illuminant les photos d'Ethan sur le réfrigérateur et la plante que Karen insistait pour arroser même lorsqu'elle était sèche, j'ai su que, quel que soit le solde de mon compte, j'étais déjà riche. Pas à cause de ce que j'avais, mais à cause de qui ne m'avait pas abandonné quand je doutais de moi. C'était en effet une fortune qu'aucun testament ne pouvait voler. Tandis que la banque confisquait les derniers vestiges de l'empire que mes parents avaient bâti sur le sable, j'observais de loin un château de cartes qui n'avait jamais été le mien s'effondrer. Eux, qui avaient troqué la sécurité contre du champagne et les comptes en banque contre des apparences, s'entassent désormais dans un minuscule appartement, où les rêves de haute société se dissolvent comme du sucre sous la pluie. Ce n'est pas ma main qui les a fait tomber, ils ont creusé leur propre ruine, choix après choix, bien avant ma naissance. Pendant ce temps, Steven et moi avons transformé la douleur en objectif. Notre bureau d'East Austin n'avait pas de fenêtre donnant sur l'horizon, mais il y avait quelque chose de bien plus précieux, des murs recouverts de plants, du café froid et l'énergie électrique de ceux qui refusent d'abandonner. Le Rise Up Fund n'était pas un organisme de bienfaisance, c'était une tranchée. Un endroit où les femmes comme moi qui ont vu leurs rêves s'enflammer à cause de mauvaises décisions ou de trahison pourraient recommencer. Pas avec des cadeaux, mais avec des outils, du mentorat et la certitude que l'échec n'était pas un point final, mais une virgule dans l'histoire. Je connaissais cette douleur. J'ai vu l'amnésie s'effondrer comme un château de cartes, emporté par le vent de ma propre naïveté. Mais cette fois, je n'étais pas seule. Steven, avec son esprit vif et ses feuilles de calcul impeccables, était le contrepoids dont je n'aurais jamais pensé avoir besoin. Ensemble, nous avions déjà collaboré avec un développeur dont l'application avait échoué, une boulangère qui avait perdu sa boulangerie dans un incendie, une créatrice de mode trompée par des investisseurs sans scrupules. Leur regard, cet éclat obstiné de quelqu'un qui refuse de baisser la tête, me rappelait chaque jour pourquoi cela en valait la peine. Karen apparaissait fréquemment, accompagnée d'Ethan, ses baskets tachées de peinture au crayon après avoir dessiné des dinosaures sur les tableaux blancs du bureau. Elle avait trouvé une maison modeste à Tulsa, une maison que nous avions achetée ensemble, brique par brique, à la sueur de mes bons choix. Ethan, maintenant dans une petite école où ses rires résonnaient plus fort que toutes les critiques passées, était la preuve vivante que certaines graines fleurissent même dans un sol aride. Le sourire de Karen, libre de l'ombre de l'inquiétude, était le plus doux dividende qu'un investissement puisse rapporter. Couper les liens avec mes parents, ce n'était pas comme arracher un bandage, c'était comme amputer un membre d'engrené. Ça faisait mal, ça saignait, mais ça sauvait le reste du corps. Ils ne voyaient de la valeur en moi que lorsque j'avais quelque chose à offrir, et cette vérité, aussi cruelle soit-elle, m'a libérée. Chaque dollar qui n'entrait pas dans vos comptes constituait une brique des fondations de Rise Up. Chaque appel manqué était un pas vers ma propre paix. Un an plus tard, alors que le soleil d'Austin réchauffait l'herbe du jardin de Karen, j'ai regardé Ethan jouer dans un ballon comme si le monde lui appartenait, et d'une certaine manière, c'était le cas. Karen, détendue sur sa chaise de plage, sirotait du thé glacé avec un calme que je n'avais pas vu depuis des années. Nous avions tous deux des racines dans la même ville, construisant des vies côte à côte, non par obligation, mais par choix. Elle enseignait dans une école locale et je venais après le travail pour aider Ethan avec des mots difficiles ou pour griller des hamburgers pendant que nous rions de bêtises. Nous n'étions pas seulement des sœurs. Nous étions des survivants. Elle, mon ancre les jours où la marée voulait m'emporter. Rise Up était devenu plus qu'un fond, c'était un mouvement. 20 femmes avaient déjà réécrit leur histoire avec nous,
une mère célibataire qui a transformé sa cuisine en un empire de restauration, un programmeur dont l'application était actuellement en test, un bijoutier qui, après avoir tout perdu face à un partenaire commercial malhonnête, m'a envoyé un bracelet en argent avec une note: Tu m'as rendu mon étincelle. Je le portais tous les jours, pour me rappeler que les cendres ne sont pas la fin, ils sont l'engrais pour ce qui viendra plus tard. Steven, avec ses feuilles de calcul et son calme inébranlable, a été le phare qui m'a empêché de sombrer à nouveau. Il m'a appris que les chiffres ne mentent pas, mais aussi que derrière chaque ligne Excel se cache une vie, un rêve, une seconde chance. Ensemble, nous avons prouvé que l'échec n'était pas une phrase, mais une invitation à réinventer. Les 5 millions de Margaret n'ont pas fait de moi ce que j'étais. Ils n'étaient que l'outil qui me permettait de choisir comment vivre. Acheter la maison de Karen, financer Rise Up, soutenir le rire d'Ethan, rien de tout cela ne m'a défini. Ma force est venue là où je n'ai pas dépensé cet argent, en sauvant ceux qui ne méritaient pas d'être sauvés, en achetant l'amour qui n'a jamais été à vendre. Ma vraie richesse était entre les mains qui me tenaient lorsque je trébuchais, celle de Karen, celle d'Ethan, celle de Steven. Pendant ce temps, le karma a fait des ravages. Mon père, seul dans un motel bon marché à Phoenix, a vu son empire du mensonge s'effondrer. Les factures s'accumulaient, les amis disparaissaient et la femme qui avait été sa reine n'était plus qu'une ombre sur ses photos décolorées. Diane et Ronald, expulsés de leur copropriété à Miami, ont survécu dans un appartement en ruine, où l'odeur du moisi a remplacé l'odeur de la richesse. Leur vie était un miroir brisé, ils reflétaient tout ce à quoi ils avaient donné la priorité et tout ce qu'ils avaient perdu à cause de cela. C'était ma leçon la plus chère. L'égoïsme a un prix, et aucun relevé bancaire ne peut payer la solitude qui s'ensuit. Si cette histoire vous a appris quelque chose, que ce soit ceci: l'échec n'est pas ce que vous êtes, c'est juste un chapitre que vous avez surmonté. Tenez-vous fermement à ceux qui sont restés lorsque le monde lui a tourné le dos. Libérez, sans culpabilité, ceux qui ne vous voyaient que comme un moyen pour parvenir à une fin. Construisez votre vie de vos propres mains, même si elle tremble au début. Le courage n'est pas l'absence de peur, il agit malgré elle. Et quand vous regardez en arrière, ne voyez pas ce que vous avez perdu, mais ce que vous avez gagné en osant recommencer.